Paris, en cette année 1805, est une ville en pleine transformation. L'homme qui gouverne la France depuis le coup d'État de Brumaire, devenu empereur sous le nom de Napoléon Ier en décembre de l'année précédente, a fait de la capitale un chantier permanent. La ville compte alors environ 600 000 habitants, répartis dans un tissu urbain encore largement hérité des siècles passés. Les grandes percées et les travaux d'embellissement ordonnés par le nouveau pouvoir commencent à modifier certains quartiers, mais l'essentiel de Paris conserve son visage ancien, ses rues étroites, ses maisons serrées les unes contre les autres, et ses cours intérieures obscures, où vivent des familles entières dans des logements exigus. Le matin, la ville s'anime selon un rythme que la Révolution et les années qui l'ont suivi n'ont pas fondamentalement changé. Les boulangers ont travaillé pendant la nuit pour préparer le pain que les Parisiens viendront acheter dès l'ouverture. Le pain reste la base de l'alimentation populaire, et son prix demeure une préoccupation constante pour les autorités comme pour les ménages. La police veille à l'approvisionnement de la capitale avec une attention particulière, car les souvenirs des émeutes de subsistance de la période révolutionnaire sont encore vifs dans les mémoires. Les farines arrivent par la Seine et par les routes, stockées dans les greniers de réserve que l'administration impériale maintient à un niveau suffisant pour éviter toute pénurie brutale. Les porteurs d'eau commencent leurs tournées à l'aube. Ils puisent aux fontaines publiques, dont le nombre a légèrement augmenté grâce aux travaux engagés pour améliorer l'adduction d'eau dans la capitale. Le canal de l'Ouerské, dont la construction a été ordonnée, n'est pas encore achevé, et Paris dépend toujours en grande partie de la Seine et de quelques sources captées dans les collines environnantes. L'eau reste un bien que l'on achète aux porteurs ou que l'on va chercher soi-même à la fontaine la plus proche. Les femmes et les domestiques descendent avec leurs seaux, attendent leur tour, puis remontent les étages en portant leurs charges à bout de bras. Les marchés ouvrent tôt et attirent les ménagères des quartiers voisins. Les halles centrales demeurent le principal lieu d'approvisionnement, mais chaque quartier possède son marché ou ses boutiques de bouche où l'on trouve le nécessaire. Les légumes arrivent des maraîchages qui entourent Paris, des plaines de Montreuil, de Montrouge, de Gentilly. Les fruits de saison, les herbes, les salades sont disposés sur des étals de bois. Les bouchers débitent la viande à la vue des clients. Les crémières vendent le lait, le beurre et les fromages frais livrés le matin même depuis les fermes des environs. Le marchandage est une pratique courante, et chaque acheteuse examine la qualité de ce qu'on lui propose avant de conclure la transaction. Dans les beaux quartiers, autour du faubourg Saint-Germain et du faubourg Saint-Honoré, la journée commence plus tard. Les familles de la haute bourgeoisie et de la noblesse d'Empire, cette nouvelle aristocratie que Napoléon constitue autour de lui en récompensant ses généraux et ses administrateurs, vivent dans des hôtels particuliers ou des appartements spacieux. Les domestiques, levés bien avant leur maître, ont préparé les pièces, allumé les feux dans les cheminées, disposé le nécessaire pour la toilette. Le maître de maison revêt un habit soigné, conforme aux modes du moment qui combine l'héritage du directoire, avec un goût croissant pour la rigueur et la sobriété. Les femmes portent des robes à taille haute, en mousseline ou en coton léger, inspirés de l'Antiquité, un style que l'impératrice Joséphine a contribué à populariser. La toilette matinale dans ces milieux comprend le lavage du visage et des mains, le brossage des cheveux et, pour les hommes, le rasage effectué par un valet ou un barbier. Le bain complet reste un événement peu fréquent, même chez les plus aisés, bien que des établissements de bain commencent à se multiplier dans certains quartiers. Le linge de corps est changé quotidiennement dans les foyers qui en ont les moyens. Les blanchisseuses, toujours actives le long de la Seine et sur les bateaux lavoirs, assurent l'entretien de ce linge avec de l'eau, du savon et beaucoup d'efforts physiques. Pour les ouvriers et les artisans, la matinée est déjà bien avancée lorsque les bourgeois terminent leur toilette. Dans les quartiers du faubourg Saint-Antoine, du faubourg Saint-Marcel ou du quartier Saint-Denis, les ateliers sont ouverts depuis l'aube. Les ébénistes du faubourg Saint-Antoine, héritiers d'une longue tradition, travaillent le bois dans des ateliers installés au rez-de-chaussée ou dans les cours intérieures des immeubles. Le bruit des scies, des rabots et des marteaux se mêle aux conversations des compagnons et aux instructions des maîtres. Les imprimeurs font tourner leurs presses dans les rues proches du quartier latin. Les teinturiers et les blanchisseurs occupent les bords de la Bièvre. Chaque quartier conserve ses spécialités artisanales, même si le système des corporations, aboli pendant la Révolution, n'a pas été rétabli. Les ouvriers travaillent désormais dans un cadre plus libre,
mais aussi plus précaire, sans la protection que les anciennes structures offraient en matière de formation et de secours mutuels. Les rues de Paris en 1805 présentent un mélange d'anciens et de nouveaux. Les grandes artères que le pouvoir impérial commence à tracer contrastent avec le réseau serré des ruelles médiévales qui subsistent dans la plupart des quartiers. La rue de Rivoli, en cours de construction le long du jardin des Tuileries, annonce une conception nouvelle de l'espace urbain, avec ses arcades régulières et ses façades uniformes. Mais à quelques pas de là, les rues autour du Châtelet ou de la place de Grève conservent leur tracé sinueux, leur pavé inégal et leur encombrement permanent. Les charrettes, les fiacres, les cavaliers et les piétons se disputent un espace insuffisant. Les embarras de voitures sont fréquents au carrefour et les cochers échangent des invectives pour se frayer un passage. Le palais des Tuileries, résidence officielle de l'empereur, domine la vie politique de la capitale. Les gardes en uniforme se tiennent aux portes. Les officiers et les fonctionnaires vont et viennent dans les couloirs et les antichambres. La cour impériale, encore en cours de formation, emprunte ses codes à l'ancienne monarchie, tout en les adaptant aux réalités nouvelles. Les cérémonies, les audiences, les réceptions suivent un protocole que Napoléon a voulu rigoureux. Cette activité officielle rayonne sur les quartiers environnants, où se concentrent les ministères, les administrations et les résidences des dignitaires du régime. La Seine reste l'axe vital de la ville. Les bateaux chargés de bois de chauffage, de vin, de grains, de matériaux de construction remontent ou descendent le fleuve. Les ports de la Grève, de Saint-Paul, de la Tournelle accueillent ces embarcations et les marchandises sont déchargées par des portefaix qui travaillent du matin au soir pour quelques sous. Le commerce fluvial alimente la ville en denrées essentielles et les quais sont des lieux d'activité intense où se croisent les débardeurs, les marchands, les voituriers et les employés des octrois chargés de percevoir les taxes sur les marchandises entrant dans Paris. Le déjeuner, repas de milieu de journée, se prend de manière variable selon les conditions sociales. Les ouvriers mangent sur leur lieu de travail, un morceau de pain, un bout de fromage, parfois un reste de soupe apporté dans une gamelle. Les gargotes et les marchands ambulants proposent des plats simples, des soupes épaisses, des portions de viande bouillie, des haricots ou des pommes de terre, que l'on mange debout ou assis sur un banc dans la rue. Les bourgeois prennent leur repas chez eux ou dans l'un des restaurants qui se sont multipliés à Paris depuis la Révolution. Le restaurant, institution relativement nouvelle, offre la possibilité de choisir ses plats sur une carte et de manger à une table individuelle, un usage qui s'est développé après la dispersion des cuisiniers des grandes maisons aristocratiques pendant les années révolutionnaires. L'après-midi, la ville poursuit ses activités. Les chantiers de construction ordonnés par l'empereur emploient des centaines d'ouvriers. Le pont d'Austerlitz, le pont des Arts, la colonne de la place Vendôme, les aménagements des quais de la Seine sont autant de projets en cours qui transforment progressivement le visage de la capitale. Les ouvriers du bâtiment, maçons, charpentiers, tailleurs de pierre, forment une main-d'œuvre nombreuse et visible dans les quartiers en transformation. Ils travaillent du lever au coucher du soleil, avec une pause au milieu de la journée, et sont payés à la journée ou à la tâche. Les promenades de l'après-midi attirent les Parisiens qui en ont le loisir. Le jardin des Tuileries, le Palais Royal, les boulevards plantés d'arbres qui dessinent un arc de cercle au nord de la ville, sont les lieux favoris de la bonne société. On y marche lentement, on s'arrête pour saluer une connaissance, on observe les toilettes des autres promeneurs. Le Palais Royal reste un centre de la vie sociale parisienne, avec ses galeries marchandes, ses cafés, ses librairies et ses salles de spectacle. Les cafés en particulier sont des lieux de sociabilité essentiels. On y lit les gazettes, on y discute des nouvelles, on y commente les victoires de la Grande Armée dont les bulletins arrivent régulièrement de l'étranger. La présence militaire marque profondément la vie parisienne de cette époque. La France est en guerre presque continuelle, et Paris en porte les signes visibles. Les régiments en garnison ou de passage traversent la ville tambour battant. Les invalides, soldats blessés ou mutilés, se retrouvent dans les rues et aux portes de l'hôtel des Invalides. Les familles dont un fils ou un père sert dans les armées vivent dans l'attente des nouvelles. Les conscriptions régulières prélèvent des hommes jeunes dans les quartiers populaires et les mères accompagnent parfois leurs fils jusqu'aux portes de la caserne avant de rentrer chez elles en silence.
Le soir, Paris s'éclaire progressivement. Les réverbères à huile, plus efficaces que les anciennes lanternes à chandelle, bordent les principales voies de la ville. Leur lumière, encore insuffisante, dessine des zones de clarté entre de larges espaces d'ombre. Les théâtres ouvrent leurs portes en début de soirée. La Comédie Française, l'Opéra, les théâtres des boulevards du Temple proposent des spectacles qui attirent un public mêlé, des loges réservées aux notables aux places du parterre, où se presse un public populaire et bruyant. Le répertoire va de la tragédie classique au mélodrame en passant par la comédie et le vaudeville. Dans les foyers modestes, le souper est préparé par la femme de la maison à la lueur d'une chandelle ou d'une lampe à huile. La marmite suspendue dans la cheminée contient une soupe de légumes, parfois enrichie d'un os ou d'un morceau de lard. Le pain accompagne chaque repas. Les enfants mangent avec les parents autour de la table unique. La soirée est courte, car le lever est matinal et la chandelle coûte cher. On se couche tôt, dans des lits partagés, enveloppés dans des draps de grosses toiles que l'on lave à intervalles espacés. La nuit, les rues de Paris ne sont pas entièrement désertes. Le guet de nuit patrouille dans les quartiers principaux. Les cabarets des faubourgs restent ouverts tard, accueillant des ouvriers, des soldats et des individus de toutes sortes. Les prostituées fréquentent les abords du Palais Royal et certains carrefours connus. Les voleurs opèrent dans les ruelles sombres, où la police ne s'aventure qu'en groupe. Le préfet de police nommé par l'empereur dispose d'un réseau de commissaires et d'agents chargés de maintenir l'ordre, mais aussi de surveiller l'opinion publique et de rapporter tout signe de mécontentement. Paris en 1805 est une ville qui porte les traces encore visibles de la Révolution, tout en se transformant sous la volonté d'un pouvoir nouveau. Les églises, fermées ou vandalisées pendant la période révolutionnaire, ont rouvert leurs portes depuis le concordat signé avec le pape quelques années plus tôt. Les cloches sonnent à nouveau, et les Parisiens retrouvent le chemin des offices dominicaux, par conviction ou par habitude. Les noms des rues ont changé, les symboles royaux ont été remplacés par des aigles impériales. Les calendriers ont repris le rythme grégorien après l'abandon du calendrier révolutionnaire. Mais dans les gestes du quotidien, dans la manière de faire son marché, de travailler à l'atelier, de préparer le repas du soir et de se coucher une fois la chandelle soufflée, la vie des Parisiens ordinaires se poursuit selon des habitudes anciennes que ni les révolutions ni les empires ne parviennent à transformer du jour au lendemain. La ville avance lentement, portée par le labeur répété de ses habitants, entre les murs de pierre et le cours tranquille de la Seine qui traverse la capitale comme elle l'a toujours fait.